Oui, bonjour mon frère Mingwa. Merci de me donner une fois de plus l'occasion de m'exprimer sur la situation politique, sociale et économique qui sévit au Congo à travers le projet de la transition démocratique qui s'imposera à notre pays au moment du départ de M. Sassou Nguesso. Il faut bien s'inscrire dans cette dynamique que tu représentes. Et donc il faut quand même le rappeler que tu as toujours été cette personne qui essaie de mobiliser les intelligences, les ressources pour essayer d'arriver à construire quelque chose, un projet de société qui interviendra après la déroute que nous connaissons depuis de nombreuses années. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà moi je suis Joseph Kokolo-Zassi, auteur entre autres d'un livre sur la démocratie en Afrique noire, paru en 2019 chez l'Harmattan. Donc, j'interviens ici suite à ta sollicitation sur l'un des pannes des problématiques que connaît le Congo, notamment sur ce qui concerne la démocratie. Alors, mon cher frère, on en a déjà parlé auparavant, donc je vais essayer peut-être de me répéter sans aucun doute. Pour moi, la démocratie doit s'acclimater avec les peuples. Quand je parle des peuples, je pense à leur culture, je pense à leur histoire, et j'associe également l'expérience d'organisation politique qui est inscrite dans leur ADN depuis la nuit des temps. Sachant que nous devons nous acclimater aussi avec les contingences internationales qui sont devenues incontournables dans l'activité ou l'action politique de chaque pays. Alors, ceci étant dit, pour moi, la démocratie doit s'appuyer sur des valeurs partagées. Les valeurs de tolérance, de respect de l'autre, des différences, la laïcité et toutes ces choses-là que nous connaissons tous. Tu remarqueras que je ne fais pas allusion aux partis politiques. Et d'ailleurs, sur cette question, ma position est claire. Et je l'ai rappelé dans l'ouvrage et que je considère que les partis politiques c'est une escroquerie à la démocratie, en tout cas pour ce qui concerne nos pays. Il faut se rappeler que si les partis politiques que nous avons choisi de reproduire dans l'arène politique des pays africains, ce n'est autre chose que la photocopie des modèles occidentaux ou des pays colonisateurs tels que la France. Or, nous savons tous que dans ces pays, tout ce qui est arrivé, ce n'est qu'un processus lié à leur histoire. Tout ce qu'ils ont traversé, les événements sociaux, les événements politiques, etc., qui les ont amenés à reconfigurer les choses pour permettre aux citoyens de s'exprimer de cette manière-là. Pour ce qui concerne ces pays, donc j'ajouterai par exemple le volet des idéologies, parce que les partis politiques ne sont que les instruments de mobilisation qui permettent de faire la propagande idéologique qui est incarnée par le parti, tel que tout le monde le sait. Alors pour ce qui concerne l'Afrique noire, en particulier le Congo, ces rivalités ou ces antagonismes idéologiques, nous ne les avons pas connus. Donc dans notre société, nous n'avons pas des groupes sociaux qui incarnent le capitalisme tel qu'on peut le voir en France, aux États-Unis ou en Angleterre, ou alors une classe prolétaire qui se mobilise ou qui essaie de se battre pour faire valoir ses droits ou faire respecter le fisc, le partage des retombées ou de la valeur ajoutée qui se produit
dans les entreprises. Nous n'avons pas cette histoire-là. Nous avons autre chose. La façon dont les partis politiques sont organisés dans notre pays est un appel au désordre. Non seulement au désordre en tant que tel, la cacophonie, mais aussi à la violence. Et nous l'avons bien vu depuis 1997. Aucune élection n'a été organisée de manière transparente et équitable au Congo-Brazzaville. Malheureusement, cela nous amène à la situation que nous connaissons tous, c'est-à-dire qu'un pays aux ressources, aux potentialités énormes, qui se retrouve aujourd'hui dans une catastrophe inimaginable, c'est-à-dire qu'on ne pouvait jamais penser un seul instant que le Congo pouvait connaître une telle décadence sur tous les plans, sur le plan moral, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, et voire même environnemental. Et cette situation-là, elle a été plus ou moins construite par, malheureusement, les instruments de politique qui ont été mis en place, supposés acceptés par tous. Voilà pourquoi, quand vous observez ce qui se passe par exemple en France, le pays que nous connaissons le mieux, puisque c'est le pays colonisateur, c'est le pays modèle pour beaucoup d'Africains, surtout francophones. Et en France, lors des élections présidentielles, les candidats ont souvent tendance à se présenter comme des gens qui n'appartiennent pas aux appareils politiques. Mais il y a une raison à cela. Parce que le fait de venir parler de son parti politique matin, midi, soir au cours d'une élection présidentielle, il y a un risque de dispersion ou d'éloignement de certaines personnes qui souhaiteraient bien voter pour ce candidat, non pas pour son idéologie, mais pour le projet qu'il porte. Et la plupart des candidats, ils choisissent de dire souvent, c'est une élection présidentielle, comme le disait De Gaulle, c'est un homme devant le peuple français. Et pourtant cet homme fait partie d'un appareil politique qu'on appelle parti politique, et ils sont bien obligés de se dissimuler pour ne pas trop exposer cette appartenance-là. Donc, pour nous, au Congo, quand on voit l'évolution des choses, quand on voit toutes les expériences que nous avons connues, depuis le monopartisme, la démocratie, selon la volonté de l'Occident, que nous avons bien entendu accepté, nous avons adhéré, et qui avait donné lieu à ce qu'on appelle la conférence nationale souveraine de 91, avec des élections transparentes. Donc au départ, il y avait quand même un très bon élan qui pouvait justifier la continuation dans la quiétude de ce mode de fonctionnement de nos institutions sur le plan électoral et électif. Le parti politique dans nos pays n'a pas de place, tout au moins dans la configuration actuelle. Et voilà pourquoi j'essaierai de porter cette nouvelle compréhension des choses. C'est pas facile de transformer les mentalités, ce n'est pas facile d'aller demander à des militants du PCT qui ont été plus ou moins formatés à cette idéologie du parti, que désormais on n'en parlera plus jamais dans notre société. Ce n'est pas facile d'aller dire à d'autres acteurs politiques qui se reconnaissent dans des chapelles, et la plupart du temps des petites maisons ou des petites chapelles à connotation régionale, de ne plus représenter ces choses-là. Ce n'est pas évident. Cependant, il est tout à fait normal que chacun d'entre nous puisse avoir une position sur un sujet donné comme celui-là, et chacun pourra apporter ses arguments en fonction
des connaissances qu'il a de la situation. Donc voilà pourquoi moi je suis du côté de ceux qui pensent que les partis politiques c'est une source de conflit. En tout cas pour le cas du Congo, on n'a plus rien à démontrer. Hein. Donc nous voyons très bien comment en 2016, des anciens candidats à l'élection présidentielle ont été militaires incarcérés, accusés de tous les maux. Et en 2021, après l'élection présidentielle qui s'ouvre en mars 2021, ça va aussi nous apporter des choses que nous avons déjà connues, puisqu'on voit comment le PCT est en train de s'organiser, de s'imposer, de faire en sorte qu'il n'y a que sa voix qui compte. Voilà, donc ça, on ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais tout ce que l'on sait, ils ne sont pas prêts à lâcher prise. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'il s'agira de mener des réflexions sur la transition démocratique qui adviendra à la suite de la fin du régime de M. Sassou Nguesso, parce que cette fin interviendra, bien entendu, telles que les choses sont parties. Cette fin interviendra soit par la finitude, ce qui est fort probable, sa propre finitude, soit par une simple volonté de vouloir changer les choses. Et ça, malheureusement, on ne pourra jamais compter sur cette voie-là. Voilà, mon frère, ce que je pourrais dire en ce qui concerne la démocratie au Congo. Comment est-ce qu'elle doit s'acclimater, comment est-ce qu'elle doit s'articuler, comment effectivement faire en sorte que nous ayons des relations apaisées du nord au sud, est, ouest au centre, et que nous puissions garder pour longtemps ce territoire que nous avons en partage. Hein. Et même si ce territoire est une émanation de l'ancienne puissance coloniale qui avait bien voulu diviser pour bien régner. Pour terminer, je voudrais lancer un vibrant appel à tous les compatriotes de la diaspora et surtout à ceux qui vivent la réalité sur le terrain au Congo-Brazzaville, que les changements n'interviennent que lorsqu'ils sont provoqués. Quoi qu'il arrive, il faut que les gens soient prêts à assumer ces nouvelles responsabilités qui s'imposeront à eux, puisque le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il se maintient par la force, par la cooptation, par la ruse. Et comme vous le savez tous, c'est qu'un tel système ne peut pas survivre et traverser des siècles sans qu'il ne s'effondre. Il s'effondrera soit par la volonté populaire, soit par son cycle qui s'arrêtera avec celui qui incarne ce système-là. Sur une réflexion sur ce qui devait être le Congo de demain après la chute ou la fin du cycle du sassouisme, c'est une bonne chose. Donc moi je réponds à cela non pas par rapport à des ambitions politiciennes ou politiques. Je ne me suis jamais inscrit sur ce chemin-là. Cependant, je réfléchis, comme beaucoup d'autres Congolais le font, sur ce que devait être notre pays demain. Sur des volets tels que l'éducation, tels que la santé, tels que les projets de développement, etc. Et c'est ça qui m'intéresse, et d'ailleurs c'est pour cela que nous avons trouvé des points d'attache qui nous permettent donc d'échanger régulièrement ensemble
parce que je pense aussi que la démarche que tu mènes à travers le lancement de cette initiative de transition démocratique, cette initiative, cette démarche trouve un écho auprès de beaucoup de gens et de bonne volonté, sachant qu'il y a malheureusement aussi dans notre communauté beaucoup de gens qui passent leur temps à parler sans arrêt et on ne voit jamais ce qu'ils sont capables de faire. Et nous devons sortir de cette logique du bavardage inutile pour passer à l'action. L'action, ça veut tout simplement dire réaliser des choses. C'est ce que j'appelle l'action. Et puis il y a les acteurs politiques qui devraient jouer leur rôle, malheureusement. Ils sont la plupart du temps aux abonnés absents. Autrement dit, ils se limitent ou ils se contentent des retombées qui leur reviennent. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on ne sait plus, lorsque vous avez des opposants qui disent qu'ils ne peuvent pas aller à la mascarade électorale, c'est que tout le monde peut très bien comprendre. Mais si on le fait à chaque rendez-vous de cette ampleur, ça voudrait dire que nous sommes aussi complices dans cette déconfiture qui ne fait que se pérenniser, puisqu'on comment dirais-je, on ne construit pas les conditions pour pousser à la faute ce régime pour que finalement le peuple dans sa majorité puisse se réveiller pour essayer d'exiger autre chose que ce que nous sommes en train de vivre depuis plus de 23 ans. Voilà. Donc chacun, là où il est, qui a vraiment un cœur pour ce pays, devrait faire cet effort-là, devrait apporter sa contribution à l'édifice. On devrait arrêter de trop parler, parce que trop parler pour ne rien n'avoir au bout, ça ne sert à rien. Voilà, donc il faut passer à l'action, les actions concrètes. Ça veut dire que nous devons élaborer un projet de société et que nous devons présenter au peuple congolais le moment venu, et que ce projet devrait être l'incarnation même des valeurs que nous avons en partage. Et il va falloir bien expliquer aux gens ce que nous voulons, ce que nous souhaitons et surtout ce que nous proposons. Voilà, je termine par là et je te remercie une fois de plus de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et de passer ces petits messages qui trouveront certainement une oreille attentive. J'espère en tout cas. Au revoir. Merci.